Bonjour et bienvenue à la Culture en Action. Je suis Pascale Pelletier. Je profite du vernissage aujourd'hui au Carrefour culturel Paul Médéric pour vous montrer mes nouvelles expositions qui vont être ici jusqu'au 2 août. Exceptionnellement aussi aujourd'hui, on a la chance de recevoir une exposition hommage à ceux qui ont gagné les prix du patrimoine de Charlevoix en tant que porteurs de tradition, soit M. Jean-Claude Tremblay et Mme Anne-Marie Hamel. En plus de l'exposition sur les porteurs de tradition, j'ai 3 autres expositions temporaires à vous présenter, soit le mystère des croix papillons de M. Lannick Dinard. Il n'est pas ici aujourd'hui avec nous, donc ce sera sa conjointe, Mme Jacqueline Gilbert, qui va nous présenter l'exposition. Également, j'aurai l'exposition Espace du cœur, écho de l'onde de Mme Francine Beauvais et Face à face de M. Yves Auclair. Alors, je vous présente l'exposition hommage à M. Jean-Claude Tremblay, qui a gagné le prix de porteur de tradition pour les prix du patrimoine de Charlevoix. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, madame. Bonjour. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça fait d'être nommé porteur de tradition? C'est quoi l'impact que ça a, que ça représente pour vous? C'est un gros choc. Je ne m'attendais pas de ça. Comment dire, c'est une grosse fête, c'était une grosse nouvelle imprévue, si on veut dire. Je ne sais pas quel mot dire pour en mettre de plus. Là. Non. Donc, vous avez gagné en tant que porteur de tradition, en tant qu'accordéoniste, et qui l'a transmis à d'autres générations. Alors, j'aimerais savoir, d'où est venu votre intérêt pour l'accordéon? L'accordéon, bien, quand j'étais jeune, là, 2, 3, 4 ans, j'étais attiré au son de la musique dans le temps que c'était la soirée canadienne, toutes les soirs, de 5h30 à 6h, à la radio. Fait que je me souviens, je m'en allais à 4 pattes en dessous de la tablette du radio pour entendre ce que c'est qui. Fait que c'est comme ça que j'ai grandi. Je manquais pas de soir. J'étais jeune, mais j'étais... fait que c'est pour ça qu'à un moment donné que... Mais j'avais pas d'accordéon. Oui, comment vous avez fait pour avoir votre premier accordéon? Fait que ma première accordéon, c'est ma mère qui me l'avait acheté en 57, si je me souviens bien, dans le mois d'avril-mai. Puis elle me l'a donné à ma fête le 3 juillet. OK. Fait que j'ai commencé un petit peu là, à ronronner ça. Là. Elle avait remarqué qu'il y avait quelque chose qui vous intéressait spécialement dans cet instrument-là. Oui, elle savait que je voulais en avoir une si ça faisait assez longtemps. C'était que c'était tout le temps les pièces qui manquent. Hein? Bien oui, c'est assez dispendieux, un instrument de musique. Dans le temps, là. Fait que finalement, j'ai commencé à jouer, là, parce que nous autres, on faisait le mois de Marie chez nous, à une croix. Okay. Fait que c'est une chanson qui chantait toutes les soirs. Fait qu'on l'avait appris comme ça, c'est le mois de Marie. Donc, c'est la première chanson que vous avez appris à l'accordéon. À ronronner ça, là. Mais j'avais des airs après ça dans ma tête que j'entendais un petit peu à gauche, à droite, à la radio, on avait un tourne-disque. Puis là, bien, je m'étais acheté, on avait fait un cadeau à maman, à Noël, on avait acheté un tourne-disque. On avait payé 13 piastres, on avait ramassé des bleuets pour payer ça à 40 cents du gallon. Okay. Puis là, on s'est acheté un record, un 78 tours. Puis il y avait un morceau d'un bord, un morceau de l'autre. Fait que j'ai commencé à faire jouer ça, puis à essayer de prendre des notes là-dessus. Ça n'a pas été facile. Là, oui, donc, c'est comme ça que vous avez appris à jouer de l'accordéon. Ouais, finalement, vous êtes un autodidacte, vous avez appris par vous-même. C'est ça, oui, oui. Et comment vous avez fait pour devenir assez bon pour qu'ensuite on vous voit là, dans toutes sortes d'émissions de télévision ou dans des festivals? Ou... À 13 ans, là, quand j'ai commencé la première année, j'ai entendu parler de... Je ne sais pas si vous avez connu, j'avais été invité à un concours d'accordéon dans la même année à Baie-Saint-Paul. C'était la femme Fernande Simard dans le temps. La femme Jean-Guy Desgagnés frères, si on veut dire, là, pour aller chercher une trace au collège, à la salle du collège. Fait que j'arrivais là, on était 2. Fait que mon adversaire, c'était Jean-Guy Lavoie de Baie-Saint-Paul, le frère de Richard Lavoie des Yeux. Là. Finalement, mais là, j'ai gagné. Je me souviens pas, une petite médaille, quelque chose. Et après ça, d'une affaire à l'autre,
Mais je jouais souvent dans les maisons. Oui, c'est ça. Parlez-moi des événements marquants là, que vous avez eus en tant qu'accordéoniste. Bon, il y en a eu plusieurs, là. Les 10 années du Festival folklorique à Baie-Saint-Paul, comment dire, des soirées, là, l'enterrement du vie de garçon, des fiançailles, une noce, le carnaval, les cabanes à sucre, 3 veillées du même soir dans le carnaval à Baie-Saint-Paul. Après ça, comment je dirais bien, donc, soirée canadienne en 1976 au Festival des cantons à Sherbrooke. Vous avez été joué à la télévision. J'ai été joué à la télévision, j'ai participé. Là, on était venu jouer 2 morceaux. Carole Hudon nous avait demandé de venir jouer 2 morceaux au Centre culturel où était 9-10 joueurs d'accordéon dans le mois d'avril-mai, mais sans savoir ce qui s'en venait. Fait que dans le mois de septembre-octobre, fin octobre, début novembre, elle a rappelé, elle a dit, Jean-Claude, elle a dit, on a analysé ça, puis elle a dit, c'est toi qui vas venir là-bas. Mais où là-bas? On n'avait pas entendu parler de rien. Fait que, ben, elle dit, oui, on prépare une soirée pour aller au Festival des cantons à Sherbrooke. Fait que, j'étais content, là, puis c'est ça, là. Après ça, on était aussi au 25e anniversaire de la bottine souriante à Joliette. Là, 3-4 ans, Yves Lambert, une de mes grandes chums, j'ai connu aussi. Mais il y a plusieurs, des galas, comment dire, un gala ici était là. Après ça, j'ai participé aussi à un concours au Gitan à Malbaie. Ça avait duré 4 mois. Ouais. Fait que tous les vendredis soirs à 9 h, on se rendait là. Puis, donc, finalement, vous avez joué en masse, je comprends. Ah, ben oui. Puis là, vous avez gagné le prix en tant que porteur de tradition. Donc, ça veut dire que vous avez dû le transmettre à d'autres, cet amour-là. C'est ça, en plein ça, oui. Racontez-moi à qui vous l'avez transmis et comment vous l'avez transmis. Oui, c'est ça. Ben, j'avais 5 enfants, mais il y a 2 gars qui étaient comme m'attiraient à ça, jeunes, Alain et Serge. Ça, c'est vos gars à vous, là? Oui. Finalement, je leur ai montré la race Poméo, il y avait 5 ans. Mais ils n'ont pas voulu continuer. Par rapport que c'est dans l'année qu'ils ont construit un aréna à Baie-Saint-Paul, puis ils sont inscrits comme petits patineurs. Fait que ça a duré 4, 5, 6, 7 ans. Puis il y a juste Serge à 13 ans qui a voulu reprendre. Okay. Fait qu'on a continué, là, ça a pris, disons, Serge, là, pour que ça y aille bien un peu, là, au moins 3 ans, là, assez serré, là, pour plusieurs tonnes, là, à gauche, à droite. Fait que finalement, après ça, ben il y a Guy, qui est mon autre gars, qui est survenu. Aussi que j'ai donné un bon coup de pouce aussi pour, et pas autant, là, mais assez pour se débrouiller, là, un peu, à gauche, à droite. Puis la musique à bouche aussi. Fait que c'est comme ça que ça... Mais ça s'est pas fait comme ça, là. On ça vous connaît aussi beaucoup pour le groupe Les Chemises Carottées. Ah ben oui. Est-ce que ce groupe-là est composé justement de ceux à qui vous l'avez transmis? En plus, c'est que, comment dire, moi j'ai arrêté de jouer d'accordéon dans les soirées quand j'ai connu ma femme. Fait que là j'ai été 10 ans sans jouer. Puis, d'une affaire à l'autre, on a repris, comment dire, parce que dans le temps, là, c'était des soirées à gauche, à droite, mais aussi, c'est arrivé comme ça, parce que, je ne sais pas si je vais me rendre là, parce que ma femme m'a travaillé. Moi, j'ai dit à ma femme, à un moment donné, si tu arrêtais de travailler, ça serait assez plaisant quand j'arrive à la maison, le lunch est prêt, il y a du manger de prêt. Mais là, elle a dit, je vais penser à ça. Fait qu'au bout d'une semaine ou 2, elle a dit, je vais peut-être embarquer dans le projet, mais à une condition. Sûrement que ça va prendre un retour. Mais le retour était que si j'arrête de travailler, tu arrêtes de jouer l'accordéon dans les soirées. Fait que c'est ça qui est arrivé. OK. Donc, c'est comme ça que vous avez arrêté de jouer durant 10 ans, vous dites. Oui, mais par après, j'ai réussi à monter un petit groupe de musique avec ma propre famille. OK. Avec mes gars, puis les filles aussi un peu, là. Finalement, ben, on a réussi à organiser ça, puis appeler ça les chemises carottées, parce que moi, j'ai toujours été
habillé en chemise scorotée. J'ai été élevé, je suis une ferme, mais un cultivateur. J'étais tout le temps attiré à ce genre de linge-là. Fait que finalement, on a réussi à monter un petit groupe de musique quand même pas trop pire. Fait que c'est intéressant, là encore. C'est plaisant quand on prépare un show, comme on peut dire, là. Fait que c'est pour ça qu'on a continué encore, mais je n'ai pas repris la route, comme on peut dire, là, mais j'ai encore beaucoup de demandes, si je voulais, là. C'est encore, j'aime encore ça. La dernière fois que j'ai joué de l'accordéon un peu, là, c'est à l'île aux Coudes, accompagné avec Guy Saint-Onge. Ça a été le fun, ça aussi, un monsieur quand même super. Puis, on aurait beaucoup de choses à dire là, à gauche, à droite, là, dans des soirées, des galas à Québec, à Montmagny, un concours ici, une soirée par là. Fait que, mais c'est encore, j'aime encore ça, là, autant. Bien. Ça me fait vraiment plaisir, M. Tremblay, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Puis je vous félicite encore d'avoir gagné ce prestigieux prix de porteur de tradition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La seconde personne qui a été honorée du prix du patrimoine de Charlevoix en tant que porteuse de tradition, c'est Mme Anne-Marie Hamel qui est avec moi présentement. Bonjour, Mme Hamel. Bonjour, Pascal. Ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait d'être nommé comme porteur de tradition? C'est le plus beau cadeau que j'ai eu. Ah oui? Oui, et cette année, j'ai eu 60 ans et c'est vraiment une année, je trouve que là, je recueille ce que j'ai semé peut-être, je récolte ce que j'ai semé, on devrait dire. Puis moi, je le prends vraiment comme un cadeau. Même si porteur de tradition, ça fait comme un peu vieux. Moi, je trouve que c'est un cadeau qui dit bravo Anne-Marie pour ce que tu as fait pendant toutes ces années-là. C'est comme ça que je le prends. Oui, une reconnaissance. C'est une reconnaissance. C'est quoi les techniques que vous avez partagées, pour lesquelles vous êtes récompensé? Je pense que c'est beaucoup pour le boutonnier de Charlevoix. Parce que ça, c'est très local, donc patrimonial, ça fait partie de notre patrimoine. Avant ici, justement, où on est au Carrefour culturel, il y avait un atelier de boutonnier. Et je trouvais ça très bien, les gens venaient le visiter. Puis quand ça a fermé, j'ai dit, moi, je me mets à faire du boutonnier. Parce que je voulais que ça continue. Et la première pièce que j'ai faite, c'est celle-ci. Oh, wow. C'était pour une exposition, le thème, c'était lumière. Alors moi, j'ai fait lumière astrale. Puis là, rendu à l'étoile, j'ai dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas quelque chose d'autre avec ça? Là, je me suis mis à faire des coussins. Et là, Hélène Dufresne, qui était la conjointe de Daniel Gauthier du Massif, avant, c'était sa conjointe. Quand elle a vu ce coussin-là, elle a fait « Ah! » Ça veut dire « J'ai trouvé ». Alors là, c'est là que j'ai eu un super beau contrat avec l'Hôtel La Ferme et ils m'ont demandé de faire toutes des choses avec des techniques traditionnelles. Donc, le boutonnier de Charlevoix, j'ai fait le coussin étoile dans plusieurs chambres, comment on appelle ça, un grand oreiller comme ça, là, sur le long, avec l'étoile de Charlevoix aussi aux deux bouts. Et puis, ensuite, les choses traditionnelles, c'est la Catalogne. Alors, dans la bergerie, j'ai fait 98 coussins en Catalogne. Ouf. Alors, ça, c'est vraiment les techniques traditionnelles. La Catalogne, remise un peu au goût du jour, et le boutonnier de Charlevoix, ça aussi revisité à ma façon. Ah, mais si je comprends bien, c'est quand même assez récent, là, pour vous, tout ça, puisque c'est après que le Centre d'art soit... Oui, a lâché le boutonnier. Mais par contre, j'en avais déjà fait il y a 25-30 ans, mais j'avais... pour l'essayer, mais je n'avais pas vraiment mis mon énergie là-dedans. Le boutonnier, maintenant, je mets mon énergie là-dedans. D'ailleurs, je suis en train de préparer une exposition pour les enfants, pour leur montrer les choses traditionnelles. Là, j'ai fait la tisserande, un autoportrait en boutonnier. J'ai fait le draveur, j'ai fait le forgeron, et je vais faire tous les métiers traditionnels comme ça pour montrer aux enfants ces métiers-là qui sont en train de disparaître. Mais quelle bonne idée! Ben oui, je pense. Ça fait combien de temps que vous êtes artisane en textile? Ça fait 40 ans. C'est pas négligeable? Non. Et puis, comment ça a commencé dans votre vie? Ça a commencé, moi, avant, je viens de Montréal. Alors, il n'y avait pas de métier basse lisse qu'on appelle, les métiers traditionnels où on tape comme ça. Je faisais du haute lisse, c'est-à-dire c'est sur un cadre vertical. Et puis, c'était à l'époque plus on faisait des tapisseries. Alors, moi, j'ai commencé à Montréal en faisant du haute lisse, mais quand je suis arrivée dans Charlevoix, j'ai dit, ah tiens, ici, je vais apprendre le basse lisse. Alors, je suis allée dans les cercles de fermières, à la Malbaie.
et plus tard à Clermont, la FEAS, et c'est là que j'ai vraiment appris les techniques et j'ai fait une formation ici. Ça s'appelait le Carrefour culturel il y a longtemps, j'avais 25 ans, et c'était une formation de 450 heures, donc tout l'hiver, en tissage, et c'est ici que j'ai vraiment appris toutes les techniques de tissage, filage de la laine, teinture végétale, etc. OK. Au Centre culturel de Oui, Baie-Saint-Paul. exactement, dans les années de mademoiselle Labbé. Oui, de Mme Labbé. Pouvez-vous justement me parler un peu des techniques que vous travaillez? Les techniques, c'est difficile de parler des techniques, j'aimerais mieux parler des fibres. Oui, parce que avec plaisir. j'utilise surtout des fibres naturelles. Le coton, le lin, le bambou qui nous vient d'Asie, la soie sauvage aussi qui nous vient d'Asie. C'est les fibres que j'aime beaucoup. Quand on fait la Catalogne, ça, c'est la guenille taillée au ciseau. Oui. Autrefois, ils déchiraient, c'était moins beau. Moi, je taille ça, c'est un petit travail de moine, au ciseau. Alors, c'est les fibres, c'est soit de la récupération, soit des fibres naturelles que j'aime utiliser dans toutes les techniques qui sont possibles. Très bien. Puis, comment voyez-vous l'avenir? Est-ce que vous trouvez qu'avec le prix que vous venez de gagner, il y a une responsabilité qui va avec ça? Oui, c'est sûr, parce que porteurs de tradition, il faut les passer aussi, hein, Oui. il faut faire un passage. Il y avait eu un article cet hiver dans la presse qui est intitulé « Gardienne des traditions ». Il parlait des artisans qui avaient participé à l'Hôtel La Ferme. Je ne suis pas la seule, il y a d'autres artisans de la région qui ont participé. Et puis, après, il y a des gens qui sont venus chez moi pour apprendre cette technique-là. Des gens de Montréal, des gens de Québec, de Lévis, de Saint-Jean-Chrysostome, Portneuf, qui voulaient apprendre cette technique-là. Ils disaient « Je tisse depuis 20 ans, je ne la connais pas ». C'est vraiment traditionnel à Charlevoix. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que ça devienne le boutonnier du Québec. Oui. Parce que toutes ces personnes-là qui sont venues l'apprendre chez nous vont le faire eux aussi à leur façon. Alors oui, il faut transmettre les traditions. Et l'exposition que je veux faire avec les personnages, les métiers traditionnels, ça, je trouve que c'est important aussi. Puis de toute façon, je montre à tous les gens qui veulent apprendre, ils peuvent venir chez nous puis voir ce que je fais. Donc, vous êtes devenue enseignante depuis quelques années. Oui, exactement. Est-ce que vous enseignez surtout le boutonnet ou vous enseignez aussi la catalogue, Non. les autres techniques de tissage? Toutes les techniques, mais j'enseigne surtout à monter un métier. Comment le préparer? Parce que tisser, j'ai un petit fils de 7 ans, il est capable de tisser. Passer la navette, c'est pas compliqué. C'est mettre le fil sur le métier pour faire le patron qu'on veut. Ça, c'est ça que j'ai appris ici, à l'époque. Alors ça, c'est la base et c'est ça. Quand la base est bien montrée, le travail est bien fait après. Vous avez bien raison. Puis, où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Où on peut voir vos produits? Mes produits, moi, je suggérerais aux gens de venir dans les marchés. À Baie-Saint-Paul, c'est le dimanche. Alors, le marché, présentement... À l'Hôtel La Ferme. Oui, à l'Hôtel La Ferme. Là, samedi matin, nous sommes samedi matin dans cette entrevue, ça se passe à la Malbaie, sur la rue Saint-Étienne. Il y a une place du marché et ça se passe là tous les samedis. À Baie-Saint-Paul, c'est le dimanche, à l'Hôtel La Ferme. On est là toujours. On est plusieurs artisans. Je ne suis pas la seule en art textile qui est là. Vous pouvez découvrir de bien belles choses. Mes produits, j'en ai à la boutique de l'Hôtel La Ferme. J'en ai au musée de Charlevoix. Puis j'en ai dans 2 boutiques de la rue Saint-Étienne un petit peu. Mais c'est surtout, les gens viennent me voir au marché et m'appellent chez moi. C'est parfait. Et puis, pour conclure, pourriez-vous me dire c'est quoi votre plus belle réalisation? De quoi êtes-vous la plus fière? Bien, je pense que c'est l'Hôtel La Ferme. Puis, parce que ça me donne une vitrine, je pense que personne ne peut se payer une publicité comme ça. Ça me donne une vitrine extraordinaire. Je devrais dire l'Hôtel Germain Charlevoix. Maintenant, ça vient juste de changer de nom il y a une semaine. Alors, je me rétracte. Alors, c'est l'Hôtel Germain Charlevoix qui me donne une très belle vitrine. Mais ça, c'est une belle réalisation. Mais dans le communautaire, je dirais que c'est d'avoir réussi. Il y a le Salon des métiers d'art à la Malbaie, à Capalègue. Avant, c'était le Salon des artisans. À travailler fort pour organiser ce salon-là. On a réussi à avoir la connotation Salon métiers d'art. Alors ça, c'est une autre très belle réalisation dans ce que j'ai fait dans le communautaire. Félicitations, Mme Hamel. Merci, Pascal. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. L'exposition que j'ai l'honneur de vous présenter présentement est « Le mystère des croix papillons » de M. Lannick Dinard. Puisque M. Dinard ne peut pas être ici aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi sa conjointe, Mme Jacqueline Gilbert. Bonjour, Mme Gilbert. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui au nom de votre conjoint. Donc, pouvez-vous me parler un petit peu du parcours de M. Dinard?
ben, avec plaisir. Je vais essayer d'exprimer sa pensée sans la trahir dans Oui. mes mots. Alors, je vais référer à Lanique. Sans ça, je vais m'enfarger dans mes mots. Alors, c'est difficile de parler du travail de Lanique sans parler d'où il vient, parce que ça a vraiment teinté toute sa démarche. OK. Alors, Lanique est né au Congo-Brazzaville et pendant les 8 premières années de sa vie, il a parcouru le fleuve du Congo avec ses parents. Il s'arrêtait dans tous les petits villages. Donc, son enfance a été marquée par beaucoup de liberté et par les rythmes africains, par un esprit animiste. Et c'est que par la suite qu'il s'est installé au Canada. OK. Et puis, est-ce qu'il a fait des études en art? C'est quoi son cheminement? OK. Alors, ce qu'on vous présente, c'est quelque chose d'un peu atypique comme personnage. Alors, c'est un artiste intellectuel. Lanique s'est d'abord intéressé à la musique électroacoustique. Et tranquillement, il a fait des études en géographie et après ça en géométrie. Et il a fait un doctorat à la faculté d'aménagement où il a flirté avec l'architecture, le design, l'urbanisme. Et il a fait une thèse mettant en lien la musique et la géométrie. Donc, tout cet aspect de géométrie, de topologie structurale, c'est le fil conducteur. Et puis, l'exposition qu'il nous présente aujourd'hui, ce sont des croix. Comment il est venu à s'intéresser aux croix? Pourquoi les croix? En fait, il faut voir le mot croix dans un sens large. Qu'est-ce que la croix, en fait? La croix, c'est la juxtaposition de deux lignes avec un centre. Ce centre représentant vraiment la qualité de la présence, le moment présent. Alors, le travail d'un croix, en fait, il s'est imposé par lui-même. C'est le fruit d'une démarche, alors que, à la faveur de la nuit, parce que Lanique est un insomniaque, alors à la faveur de la nuit et de moments peut-être plus difficiles dans sa vie, il s'est mis à dessiner des miniatures. Et au fil du temps, s'est imposé ce thème de la croix qu'il a articulé de toutes sortes de façons, avec toutes sortes de thèmes, parce que la croix, c'est un symbole qui est universel. Et par la suite, il a comme désarticulé, découpé les miniatures pour donner une perspective, toujours là, avec l'esprit de la topologie et de la géométrie, qui, d'après lui, mène au sacré. Oui. Toute cette démarche est une recherche par rapport au mystère, par rapport à l'ineffable, l'inconnu. Et toutes ces croix, en fait, ont été le chercher dans sa production, dans sa démarche, et j'espère vont aller chercher les gens qui vont visiter l'exposition. Certainement. Et faire un parcours au travers des émotions humaines qui nous habitent tout le monde. L'exposition s'appelle « Le mystère des croix papillons ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une croix papillon? Ah, un papillon, c'est volage, ça se promène. C'est petit, c'est vivant et c'est en contact avec la nature. Pourquoi papillon? Parce que ce sont des miniatures de petites œuvres qui, Lanique souhaite, pourront être diffusées dans différents foyers, puis se promener, puis partager cette dimension humaine, parce que ces croix-là, il les veut comme étant un dialogue avec l'humanité. OK, oui, oui, oui. Quels sont les types, quels sont les personnages qui l'ont inspiré, les peintres qui ont marqué son cheminement? Les peintres, bien, il faut garder à l'esprit que sa démarche, un peu atypique, a été portée par une vision un peu intellectuelle. Donc, ses références sont des philosophes, des anthropologues, beaucoup Bateson, qui a une vision du monde, et après ça, des musiciens un peu comme Steve Reich puis John Cage, qui ont des musiques très géométriques. Dans les peintres, peut-être Magritte et Cher, puis peut-être un peu Kandinsky, parce que le type de travail que l'on voit ici n'est qu'une facette du travail de Lanique. Ce sont des miniatures
mais il travaille aussi avec des grandes toiles, des œuvres numériques. OK, OK. Une prochaine exposition, peut-être. Bien, avec plaisir. Je vois aussi que les pièces ont été divisées par thème. Pouvez-vous me parler un peu de ces thèmes? De fait, c'est une proposition aux visiteurs pour faire le cheminement à travers l'exposition. C'est plus un concept où on a mis d'abord des éléments qui réfèrent au souffle, à la terre, après ça des choses plus urbaines, la croix des boulevards ou des choses comme ça, les voies humaines, les traversées, les moments peut-être plus chargés en émotions, mais aussi les repères qu'on a tous dans la vie parce qu'on s'accroche à des choses, ou quelque chose plus de géométrie, puis quelque chose qui aboutit plus à la recherche ou la quête de l'essence de la vie. Fait que vous pouvez vous promener. Elles sont toutes uniques de par le thème, de par les médiums abordés. Vraiment toutes uniques. Il y en a certaines dont les lignes, si on s'y attarde, nous projettent presque vers l'infini. Donc, c'est une invitation pour le visiteur à regarder l'exposition de près, se laisser imprégner, puis passer quelques instants pour voir qu'est-ce qui va se révéler. Parce que dans le travail de l'ANIC, ce qui s'est passé, c'est que une fois les œuvres terminées, quand on les a regardées, tout à coup, on voit apparaître un visage qu'on ne voit pas à première vue. Donc, c'est une invitation à rentrer dans l'œuvre pour celui qui se promène. Alors, ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour vraiment découvrir l'œuvre. C'est presque un parcours méditatif, contemplatif, je dirais, pour celui qui accepte de rentrer dans le tableau. Et puis, si quelqu'un aimerait en apprendre encore plus sur M. Dinard, est-ce qu'il y a possibilité de voir ses œuvres sur un site Internet? Est-ce qu'il y a moyen de le contacter? L'Annick Dinard. Ça va vous amener, vous pouvez taper simplement l'Annick Dinard et ça va vous amener sur un site qui est en développement, mais vous allez pouvoir voir autant ce qu'il a appelé l'art joyeux, c'est-à-dire l'art numérique en grand format, qui rappelle plus le pointillisme qu'autre chose, que les œuvres d'art sacré. Je vous remercie, Madame Gilbert. C'était vraiment intéressant et c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et un honneur pour nous d'être ici. Merci beaucoup, beaucoup. L'autre exposition que j'ai à vous présenter présentement se nomme Espace du cœur, écho de l'onde et est présentée par Madame Francine Beauvais. Bonjour Madame Beauvais. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va commencer peut-être par vous demander votre formation, votre cheminement. Comment en êtes-vous arrivé à être la formation de ce talent? OK. La formation est très classique. C'est la formation Beaux-Arts, c'est-à-dire après le secondaire, après le bachot, 5 ans de Beaux-Arts, très classique, dessin tous les jours, histoire de l'art, peinture. Donc, c'est très classique. Alors, ça, c'est la première formation que j'ai eue. Ensuite, j'ai eu une bourse de la fondation Grinchy, qui est une fondation de Montréal, une fondation anglaise. Il y avait un concours, je l'ai gagné pour aller étudier à Paris la gravure. C'est comme ça que la gravure est rentrée dans votre vie. C'est ça, chez Stanley William Hayter, qui était, disons, l'artiste qui avait formé le plus de créateurs de cette époque-là, des années 60. Parfait. Alors, je suis allée étudier là 2 ans. 2 ans en France. La gravure, justement. Oui, la gravure. Parlez-moi du cheminement, justement, pour arriver à la gravure. Et ici, il n'y a pas seulement des gravures, il y a aussi, je dirais, peinture gravée. Oui, peut-être que je me trompe dans mes termes. Non, vous ne vous trompez pas, vous vous trompez pas. Quand j'ai travaillé à Paris, je faisais de la gravure, de la taille douce, c'est-à-dire, et de l'eau forte, c'est-à-dire, je ne vais pas tout expliquer le processus, mais c'est de la gravure avec de l'acide, etc., d'essai. Bon. J'ai fait ça pendant 2 ans, et ensuite, c'est à ce moment-là que l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, s'est fondée.
OK. dans les 68, 67, je pense. Et là, ils sont venus me chercher pour m'offrir un poste d'enseignant de gravure. Ben, j'ai dit, bon, oui, ça tombe bien, oui, je vais faire ça. Donc, pendant à peu près 27 ans, 30 ans, j'ai enseigné la gravure à l'UQAM. Wow! Donc, je passais par tous les niveaux, premier cycle, deuxième cycle, etc. Et j'ai enseigné la taille douce, Parfait. le bois gravé. Uh-huh. Donc, j'ai continué en bois gravé et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'était pas seulement de la peinture, de la couleur fluide. J'ai eu une formation de peintre, moi, aux Beaux-Arts, surtout. OK. Donc, en enseignant le bois gravé, je me suis mis à aimer vraiment ça. Et j'ai continué à faire du bois gravé en me disant, mais pourquoi pas graver de la peinture? Ça en vient votre question, là. Mm-hmm. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'au lieu de dessiner directement sur la toile avec tout l'espace de la peinture, j'ai commencé, au lieu de dessiner avec un crayon, à graver les mouvements principaux de la peinture et ensuite, j'ai amené la couleur lentement. Lentement. Donc, j'ai fait la boucle. C'est comme si je revenais au premier cours que j'ai donné à l'université, les cours de taille douce, c'est-à-dire la gravure en creux. Mm-hmm. C'est de la gravure colorée, de la peinture gravée. Parlez-moi donc comment justement c'est fait. Vous commencez par vous faire un croquis pour arriver C'est-à-dire à... qu'on fait toujours des croquis, parce que par exemple, si vous voyez le thème ici, là, c'est Espace du cœur, oui, écho de long. L'espace du cœur, moi je travaille toujours à partir de la nature, OK. l'observation de la nature où je C'est ce qui vous transcende inspire. les mouvements et je ne fais pas de description. Je pars de la nature puis je vais chercher l'essence de la nature. Mais là, cette fois-ci, je suis partie pour l'exposition ici avec L'Espace du cœur, qui est un poème de Gaston Miron. Espace du cœur, couplé avec Guillaume de Machaut, qui est celui que tout appris ça à l'école, qui était un grand poète du Moyen-Âge, du 12e siècle, Guillaume de Machaut. Alors Gaston Miron a travaillé avec les deux, Guillaume de Machaut et sa propre poésie. Et à un moment donné, on nous avait demandé, la Société de musique contemporaine du Québec, nous avait demandé à certains artistes de faire un tableau ou une gravure sur Espace du cœur. Donc, c'est à ce moment-là que le thème est parti. Et à vous, ça vous a vraiment inspiré? Alors, je n'ai pas fait seulement une gravure, parce qu'elle est à l'entrée, la gravure qui s'appelle L'espace du cœur. C'est un cœur qui se développe dans l'espace. J'ai continué là-dessus. Donc, c'est un Donc, thème l'élan qui vous a était grandement- donné, mais c'est comme ça que je travaille. Je prends beaucoup de photos, beaucoup de croquis. Ça ne veut pas dire que c'est directement inspiré. Ce sont des idées qui se développent. À un moment donné, ça se résume en une idée visuelle, là, je l'ai fait. Et puis, qu'est-ce que signifie le... Non, je pense que vous venez de m'expliquer c'est quoi le titre de l'exposition. Mais on n'a pas parlé de l'écho de l'ombre. Non, L'espace c'est du vrai. cœur, Parlez-moi. écho de l'ombre. Écho de l'ombre, c'est qu'à partir du poème de Guillaume de Machaut et de Gaston Miron, il y avait une superbe pièce de musique de Gilles Tremblay, qui est un musicien de musique contemporaine. Elle se nommait Écho de l'onde. Oui. Voilà. Qui est un collègue à moi qui enseignait à l'Université de Montréal la musique. Et c'était Écho de l'onde. C'était de la musique sur le Saint-Laurent. Ça Donc, vient avec votre nature. exactement. Pour moi, c'était sur un plateau d'argent. Alors, j'ai travaillé sur l'onde, la musique, sur la musique de Tremblay, qui est justement, et surtout les trois grands ovales, qui est le mouvement de l'eau continuel, selon aussi l'atmosphère, l'orage, le calme, etc. Donc, ça entrait directement dans mon image. Tout à fait. Donc, j'ai accroché L'espace du cœur, Écho de l'ombre, pour faire une exposition. Et vous l'écoutiez durant que vous étiez Oh, en train de oui, travailler évidemment. ces Moi, j'écoute œuvres-là? toujours de la musique pendant que je fais mes vous m'avez dit des croquis tout à l'heure. Je ne fais pas nécessairement de croquis, je fais une série de petites aquarelles de peinture. Puis à un moment donné, à la fin de ce cheminement-là, le mental et l'esprit de la poésie ou de la musique se transcendent dans le visuel, puis là, tout d'un coup, à force de travailler, hop, ça arrive. Ça se transmet dans le visuel. Donc, des écritures parallèles qui m'ont donné sur plusieurs. Musique, poésie, visuel.
Alors vous, vos inspirations, si je comprends bien, peuvent venir autant de la littérature que de la musique. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre art visuel et les autres types d'art? Je pense qu'il y a un lien entre tous les arts. Dès que tu les as transposés, le langage change, du sonore, du verbe et de la musique. L'écriture n'est pas la même, mais si quelqu'un qui lit une partition musicale et qui est capable de lire ensuite la grammaire visuelle, la plastique, c'est la même chose. C'est à peu près les mêmes termes qui reviennent. OK. Mais la grammaire change parce que Parce que le médium n'est pas le le médium n'est pas le même. Mais en art visuel, est-ce que vous avez aussi d'autres inspirations? La nature. Directement, l'inspiration en premier, c'est la nature. Par exemple, hier, je suis allée faire les différentes baies Oui. jusqu'à... Vous êtes rendu à la Malbaie, je crois, jusqu'à Oui, Cap-Palais. rendu jusqu'à la Malbaie, il y avait des lumières incroyables sur le Saint-Laurent. Qu'on est chanceux qu'il n'y avait pas d'avoir un fleuve si beau. Ah oui, je suis bien d'accord Hein? avec À vous. chaque baie, on avait des lumières incroyables qui changeaient. Alors, j'ai capté ça tout de suite. Probablement, il va y avoir une autre série de peintures qui va y arriver. Alors, Mais je ne ferai plus jamais de la peinture seulement dans la fluidité de la couleur. Maintenant, je vais continuer à dessiner en gravant pour inciser dans la matière le sens et le dessin. ouais, la toile vous inspire moins que le bois, si je comprends bien. La toile ne m'inspire pas, pour l'instant, on ne sait jamais. C'est vrai. Mais c'est le support qui m'inspire, le support bidimensionnel. Peut-être qu'un jour, je vais arriver aux 3 dimensions. Ouais, vous On sait commencez jamais, à on sait jamais. vous y Là, c'est rapprocher juste le dans cette relief, époque. là. Oui, Il y a une des toiles qui m'a inspirée quand vous regardez les triptyques. Là. oui, oui. C'était justement à partir de Guillaume de Machaut, du poète du Moyen-Âge, où on transportait les icônes d'un village à l'autre Oui. et toujours pliées Oui, avec pour des les portes pour transporter. les, Oui, oui. Donc les ça protéger. m'a beaucoup inspiré Oui, oui, aussi je vois bien. de faire des tableaux en phase qui se suivent, qui peuvent se refermer pour la réflexion et se réouvrir. Parce que les Japonais, c'est ce qu'ils font. Ils ne mettent jamais sur le mur, comme nous on fait en Occident, des tableaux puis ils vivent avec. Non. Ils vont chercher des rouleaux sur Oui. lesquels ils ont peint et ils les exposent dans une pièce. Ça devient un moment de réflexion qu'on avait avant pour les images pieuses. Quand on finit de s'inspirer, ils le roulent pour user l'image. Ah oui. Ils le referment dans des rouleaux. Ça, je trouve ça extraordinaire, pour ne pas s'habituer. Oui, pour toujours le redécouvrir. Toujours le redécouvrir. Et le mettre dans ça notre vie reste juste au moment. vivant. C'est important, oui, je comprends. Et merci beaucoup, Madame Beauvais. C'est un plaisir de vous avoir. Merci, madame. La dernière exposition que j'ai à vous présenter aujourd'hui s'appelle Face à face et est présentée par M. Yves Auclair. Bonjour, M. Auclair. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous recevoir au Carrefour culturel aujourd'hui. Moi, pareillement. Ouais. Donc, Merci. j'aimerais que vous me parliez un peu de votre exposition. On va commencer peut-être par vous demander c'est quoi votre parcours académique. Ben moi, j'ai étudié à l'École des Beaux-Arts, là, une quarantaine d'années. J'ai toujours fait de la peinture. Puis comme je dis, j'appelle ça une technique mixte parce que je mélange l'huile et l'acrylique. OK. Puis je travaille des gros formats, comme vous pouvez voir. Puis l'exposition ici, je l'ai appelée Face à face. Parce qu'il y a beaucoup de visages. Mais tout le monde me demande ça représente qui ou c'est qui ce personnage-là. Puis ça n'a pas d'importance, ça. C'est comme si on arriverait d'un nouveau quartier, puis on a des nouveaux voisins. OK. On ne les connaît pas, mais ils peuvent ressembler à un beau-frère ou ils peuvent ressembler à qui que ce soit. Fait que ce visage-là, je ne sais pas c'est qui, mais il y a quand même une petite histoire là-dedans. On se compte notre histoire, puis on dit, bon, c'est peut-être un gars, il peut ressembler à ton beau-frère, il peut ressembler à n'importe qui, mais ça n'a pas vraiment d'importance c'est qui. Puis, comme ça, c'est mon carton d'invitation, on voit qu'il y a un visage, il y a 2 chiens en bas, puis un petit coq là. Mais on voit qu'il y a un 12 en haut, puis une flèche là de ring. C'est comme s'il y avait un cadran, puis ça sonne, il est 6 heures du matin. Fait que le coq, il crie pour que la madame sorte les 2 chiens dehors. On peut se conter n'importe quelle histoire, là. C'est fort intéressant. C'est ça, c'est des histoires qu'on se compte sur chaque tableau. Ça nous donne Mais moi, quasiment envie de faire le tour avec mais vous. vous pouvez compter votre histoire Oui, oui, à oui. vous, là. Donc là, si j'ai bien compris, ça fait 40 ans que vous peignez. À peu près, oui. Puis votre cheminement dans tout ça, comment ça a été? Bien, moi, je viens de Montréal aussi.
Puis ça fait comme 25 ans que j'habite en campagne, dans les montagnes de Victoriaville. J'ai un gros atelier là, je travaille en campagne. OK. Mais j'expose un petit peu partout, là, dans le Québec, en Ontario, puis... mais je fais de la peinture l'année longue, puis je travaille beaucoup. OK. Mais j'aime ce que je fais. C'est pour ça que je dis que c'est quasiment pas du travail, là. Quand tu aimes ce que tu fais, là. Donc, vous avez réussi à gagner votre vie comme artiste Oui, peintre. madame. Toute votre vie, Oui. c'est... Je suis pas riche, mais je fonctionne très bien. Non, franchement, c'est très bien. Et puis, parlez-moi donc de votre technique un peu. Mais c'est ça, moi, je travaille avec des pochoirs. Fait que c'est peut-être le même visage qui revient 2 fois, mais en avant, le positif et le négatif. Fait que le monde va dire, c'est le même visage que ça, mais il y a de quoi de changer. Là, les yeux regardent par là ou par là, mais c'est un pochoir. C'est comme ma main comme ça, je la revire de bord. C'est vous qui découpez ces C'est pochoirs-là. moi, je fais tous mes pochoirs. Moi, je passe l'hiver à faire des pochoirs. OK. Puis au printemps, ben là, j'attaque, là. Puis je travaille sur comme 10, 12 peintures en même temps, là. OK. Je produis beaucoup. Fait que c'est pour ça. Puis là, comme j'ai appelé ça face à face, mais ça répète n'importe quoi, là. Comme, pour ici, pour Baie-Saint-Paul, j'ai appelé ça face à face parce qu'il y a beaucoup de visages. Puis le monde il va dire, il fait juste des visages, mais il faut regarder attentivement. Dans une peinture, il faut rentrer dedans. Puis là, on se compte l'histoire qu'on veut, là. On dit, puis il peut ressembler à un tel, il peut ressembler. Puis pourquoi que ça suit, puis comme ça, c'est comme une série de 5, ça, là. Oui, oui, oui. Fait que je travaille comme ça, je fais une production. OK. Puis je mélange l'huile et l'acrylique. Mais avec des pochoirs tout le temps. Puis je travaille, il n'y a quasiment pas de pinceau là-dedans. Je travaille avec l'éponge, je travaille avec des airbrush. Airbrush, c'est comme un spray, si on veut, là. Puis... oui, parce qu'il y a beaucoup de textures là, dans vos tableaux. oui, oui, oui. C'est pour ça que je dis technique mixte. Puis je colle, il y a du relief, il y a tout ça d'affaires, de la colle, des cartons, du carton, il y a plein d'affaires. Un peu de dripping aussi. C'est tout le temps, oui, oui, oui. Et puis, est-ce que vous avez beaucoup d'expositions à votre actif? Oui, oui, j'expose un petit peu partout. J'ai gagné des bourses du Conseil des arts. J'ai eu des bourses, je n'ai pas gagné. J'ai eu des bourses. J'ai gagné des prix à New York, à Toronto. Puis à Montréal, j'ai exposé un petit peu partout. À Montréal, je suis très connu. Mais j'ai resté comme 40 ans à Montréal, là. Fait que Montréal, il me connaît beaucoup. Puis j'ai étudié là. Moi, étudier, là, c'est pas pour apprendre à faire de la peinture. C'est pour rencontrer des gens. Moi, je suis allé à l'École des Beaux-Arts, bien, c'est l'Université du Québec, ça venait juste de changer, là. Mais c'est pour rencontrer des gens. J'ai rencontré l'atelier Graff, Pierre Ayotte, sa gang, puis ils m'ont montré beaucoup. Tu vas à l'école pour rencontrer des gens, pas pour apprendre. Apprendre, là, t'apprends en travaillant. Oui, parlez-moi donc de votre, comment vous avez... Parce que c'est ça, moi, j'ai rencontré plein de monde, puis là, je les ai regardés travailler. Ça, t'apprends en regardant les autres, là. Mais dans mon atelier, j'ai commencé des nouvelles techniques. Puis j'ai dit, ah, regarde, je vais faire des peintures, pas de pinceau. C'est là que j'ai commencé, je vais prendre du spray. Puis, parce que j'ai fait de la sérigraphie beaucoup. Puis ça ressemble un petit peu à la sérigraphie, ce que je fais. C'est pour ça que quand je peux faire le même visage 8 fois, mais il va changer tout le temps. Les couleurs vont changer, puis... Parce que c'est quasiment de la sérigraphie que je fais, sauf en peinture. Où est-ce qu'on peut retrouver vos œuvres? Hein? Un petit peu partout. Avant, je faisais affaire avec une galerie à Montréal, la galerie de la récréation, mais là, ils viennent de fermer, ils viennent de déménager, là. C'est des Français, ça sort parti en France. Mais là, peut-être y aller en France aussi, je sais pas. Vous avez un site Internet quelque part où on peut... oui, j'ai un site sur Internet, oui. J'ai des cartes d'affaires, puis ceux qui viennent voir l'exposition, ils vont tous voir ça sur les murs, tout est indiqué. Oui, oui. Puis sur mon site, bien là, tu vois, plein de plis. Même ici, là, c'est comme une petite rétrospective que j'ai faite. On voit de 2011, mettons, à 2015. OK. Fait qu'on voit que ça a changé un petit peu, mais pas tant que ça, là. Je suis un vieux jeu un petit peu, là. Je garde je travaille pas mal pareil. Oui, vous gardez la même ligne. C'est ça, toujours. Puis vos inspirations, c'est quoi vos inspirations? Je sais pas, ça vient tout seul, ça. OK. J'improvise, puis ça avance. Puis quand je suis bien... Souvent, là, je recommence souvent, ça me dérange pas d'effacer un tableau, là. Je suis pas satisfait, j'efface, puis je recommence. C'est pour ça, souvent, on va dire, il y a bien de la profondeur, parce qu'on dirait qu'il a travaillé 8 fois sur le même tableau. Il a recommencé. Puis c'est pas vraiment ça, comme voulu, je sais pas, je travaille comme ça. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré? Est-ce qu'il y a... Ben oui, Andy Warhol, les Américains, puis Pierre Ayotte ici. Puis j'ai étudié avec Robert Wolfe longtemps. OK. Puis ça, c'est des Québécois que j'ai beaucoup aimé, là. Donc oui, j'avoue qu'on peut voir un peu de Warhol dans vos œuvres. Oui, on peut voir Warhol, du Pierre Ayotte, oui.
c'est une grosse influence pour moi. C'est mes gourous quasiment, là. Je les aime beaucoup. Ben, merci beaucoup, M. Auclair. Bien, C'est je vous fort remercie intéressant. beaucoup. J'espère que les gens de Baie-Saint-Paul vont apprécier. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui au Carrefour Paul Médéric pour vous présenter ce magnifique vernissage. Je tiens à souligner qu'en plus de nos expositions temporaires, on a aussi 2 expositions permanentes, soit le Studio Trad, les textiles charlevoisiens, et ici, Espace Baie-Saint-Paul, Expo Expérience, qui traite de l'histoire et du patrimoine de notre belle région. Donc, je vous invite à venir nous visiter. Ces expositions sont disponibles jusqu'au 2 août. Merci beaucoup. Au revoir.